Donc merci pour votre présence pour ce débat et votre ponctualité matinale. Et bienvenue à vos questions qui nous permettent de continuer à réfléchir à la place dans notre vie au quotidien ou dans l'extraordinaire, d'une part du courage et d'autre part de la propreté. Donc quelle place, quelle fonction, et comme j'aime bien le rappeler, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce qu'il en est des excès ou du déficit de chacune de ces, de chacun de ces éléments de pièces de puzzle de notre vie. Voilà. Excès de courage, manque de courage, excès de propreté, déficit de propreté. Moi, ce qui m'a touchée hier, c'est le lien avec la dignité. Oui. Les deux. Les deux. Que ce soit le courage, et donc le manque de courage, ou la propreté, ou le manque de propreté. Et je me dis, et merci de le souligner, Sandrine, je me dis que c'est sans doute pour ça que de mon côté j'ai été touchée par l'élément tabou des deux concepts. Il y a quelque chose avec la honte qu'on a quand on oui, a voilà. quand on manque de Tabou au sens voilà. Et chaque fois qui touche aussi au sacré. À cette place de quelque chose qui nous dépasse. Et du coup, moi, ça me fait rebondir sur les personnes âgées. Oui. Et cette notion de propreté, oui. Et la propreté dans l'histoire. Et la dignité. Et la dignité, et du coup, il y avait quand même, enfin, se dire de, là aujourd'hui, on leur propose une façon d'être propre, donc de se laver, de doucher, etc., qui ne correspond peut-être pas du tout à ce que tu proposais hier dans les aspects secs du nettoyage. Oui. Et j'avais jamais fait, enfin j'avais jamais eu l'idée qu'il pouvait y avoir effectivement un historique de la façon de se laver et donc à quel point on peut ne pas être respectueux. Et quand tu parles d'historique, ça veut dire, enfin, une des choses que je partage aussi, c'est la surprise de voir autant d'évolution en si peu de temps. Et alors bien sûr, si peu de temps depuis les dernières décennies, mais c'est vrai, c'est vraiment la complexité de cette évolution. Et surtout, là, je ne parlais que de notre culture, mais de voir ce qui se passe dans les autres cultures. Là, je ne l'ai pas évoqué hier, mais c'est vrai aussi. Et donc, surtout, ça dit la complexité. Oui. À la fois par rapport à l'histoire et par rapport à chacun de nous. Exactement. Le chaud et le froid, ne serait-ce que la température de l'eau quand on propose une douche. Oui. Et le temps qu'on y passe. Et notre réaction aujourd'hui avec cette importance d'entendre le besoin d'économiser l'eau. J'y pense sous ma douche. Donc on arrive aussi à cette idée d'écologie. Oui. J'ai eu beaucoup de joie ce matin avec cette notion de propreté autour de la liberté. Oui. Et surtout de cette conscience que la propreté, c'est en lien avec notre intimité, avec notre façon de gérer notre environnement, nous-mêmes. Et quand j'étais jeune, j'entendais souvent des enfants qui me disaient « je ne peux pas le faire parce que je vais me salir ». Ah oui, ah oui. Et moi je disais « mais t'as pas de machine à laver ?» Mais ma maman, elle va me gronder. Et moi, ça me faisait quelque chose. Enfin, vraiment, j'étais triste pour cette absence de liberté, cette absence de possibilité de faire ce qu'on a envie parce qu'on va se salir. Ce que tu donnes comme exemple, Léna, ça me fait vraiment penser aussi à cette pédagogie où quand un enfant se régale de chocolat, on lui dit attention, tu vas être malade. C'est un peu un double message, un message paradoxal. Oui, mais tu vas le payer. Au lieu d'être dans cette liberté d'explorer, et peut-être, d'avoir peut-être une première fois un peu mal au cœur, et d'explorer le monde comme ça. À partir de ses propres sensations, et non pas à partir des craintes des autres, et des sorts jetés. Effectivement. Et je me posais aussi la question de ambition et courage. Oui, et j'ai oublié, oui. J'ai mis ça en lien ce matin au réveil. J'ai pas pensé à le dire hier, oui. Parce que du coup, alors, soit on peut ambitionner d'être courageux, soit il faut avoir du courage pour avoir de l'ambition. Voilà, et ça c'est plutôt la deuxième partie, au sens où le courage comme carburant. Et les deux ont en commun, merci de le rappeler, ont en commun d'exiger quelque chose qui nous dépasse. Oui, le malgré pour moi. Oui, malgré. Il y a quelque chose d'une étoile dans le ciel qui va faire que je ne vais pas uniquement être préoccupée de mes cahiers de compte. Et, voilà.
Et c'est tout à fait vrai les deux. Et je voyais bien combien les deux permettaient de se mobiliser dans quelque chose de la vie. Donc, du coup, comme j'avais fait ce lien entre ambition Oui, et merci. courage, je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien entre propreté et séduction? Certainement. Et je certainement. me suis dit, Bien sûr. quand on Ah, oui. nettoie sa maison pour les invités, Oui. Oui. il y a de la séduction quelque part. il y a- Oui. J'aime bien que tu fasses le lien entre deux conférences de toilettes. Merci de ce sens de la propos. Oui, mais comment est-ce que je prends soin de ma maison, ou de moi, ou de mes vêtements, selon qu'il y a public ou pas, qu'il y a les autres ou pas. Notamment avec ce qui serait du côté, non pas seulement de la propreté, mais de l'artifice. Qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que je souligne, qu'est-ce que je mets en valeur, oui. Quand je choisis dans ma garde-robe. Et comment ça se module selon qui on reçoit. Oui. C'est pas du tout oui. tranché. Et de quel regard je pourrais avoir peur aussi. Qui serait du côté du jugement, du blâme. Je sais plus comment on est arrivé à ça, mais tu avais parlé de la barbarie de l'indifférence. Oui. Qui m'a beaucoup touchée, parce qu'effectivement c'est une barbarie, j'ai envie de dire, et on la voit dans plein de domaines, mais c'est pas visible. C'est pas aussi visible que la barbarie oui. mise en action. En action. Et je me demande comment la rendre plus visible, comment en faire prendre conscience, cette barbarie ou de l'indifférence. En nous invitant chacun à retravailler sur des concepts qui seraient l'aveuglement, la banalisation, enfin, ce que j'expliquais l'autre jour aussi, la résignation. En fait, c'est une sorte de paresse, c'est pour ça que je parlais de paresse aussi. Paresse du regard, et ça va du côté du désordre dans la mesure où tant mieux si je continue à me sentir mal à l'aise face à ce qui se passe autour de moi et qui ne sont pas respectueux des autres. C'est pour moi, ça rejoint tout ce concept de témoin de violence. Et cette violence qui effectivement a pas bruit, cette violence camouflée, cette barbarie, mais également, parce que l'autre jour j'en parlais à propos des enfants, tout ce que les enfants doivent gober, supporter, sous prétexte que c'est pour leur bien aussi, mais surtout parce que ça nous permet de rester dans le confort. Ou bien, est-ce que tu sais, ou bien ça nous permet de ne pas remettre en question notre histoire et de la prolonger comme ça en prenant les autres en otage, soit c'est parce que c'est notre confort qui prime sur les besoins de la vie en société. Oui. Je trouve que c'est une barbarie d'autant plus violente que, comme elle n'est pas vue ou connue, il n'y a pas justement de témoins de cette barbarie. Il y a beaucoup moins de témoins de cette barbarie que la barbarie visible. Mais c'est en train de changer. Oui. Mais quand on parlait tout à l'heure dans les coulisses des crèches et des établissements, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on impose aux enfants d'être, dans ce que vous appeliez tout à l'heure, des placards quelquefois. Oui, c'est vrai. Et donc là aussi, ça peut être considéré comme une barbarie. J'ai envie de dire surtout pour tous ces enfants qui ont besoin de courir, bouger. Il y en a d'autres qui ont pas besoin. Mais c'est vrai que quand on a parlé des conditions physiques de vie pour les enfants au quotidien, j'ai d'abord pensé à ce qui pouvait être une barbarie pour eux ou une violence pour eux moins physique que d'accompagnement affectif, de respect. Oui, oui. Et là aussi, il y a aussi beaucoup d'indifférence ou de manque de respect. Oui. Encore. Et d'indifférence. En espérant que ça change, comme tu dis, Aliette. Et c'est à quoi nous travaillons. Et ça changera, je pense, au rythme de notre capacité à chacun, à chacune de changer, enfin, ou de prendre conscience de nos propres blessures. Oui, pour pouvoir voir aujourd'hui cette réalité. Oui. Et ça revient à tout à fait, ne cours pas, tu vas tomber, et ne joue pas avec l'eau parce que tu vas te salir ou te mouiller. On est là, oui, c'est vrai. Question, oui. Le courage, donc, il était déterminé comme plutôt spatial, la propreté comme temporelle. Et je me demandais quand même, il y a une notion de durée dans le courage. Oui. Ça peut s'étioler. C'était ce courage au quotidien
qui a à voir avec le sens du devoir, le sens, l'acceptation de quelque chose qui peut être une routine, des habitudes, toutes ces choses, sans les vivre comme des contraintes qui nous rendraient victimes, mais comme quelque chose effectivement à aménager et à quoi donner du sens, bien sûr, parce que c'est pas la même chose selon que ça me semble obligatoire dans une relation aux objets ou une relation aux personnes, bien sûr. Voilà. Du coup, là, oui. Du coup, j'entends effectivement le ça me coûte. Oui. Dans le courage. Alors, ce courage qui coûte, ce serait, enfin, j'imagine, ce serait un courage pas juste, quelque part. C'est moi qui vais savoir si je suis dans m'adapter ou me suradapter. C'est-à-dire que ça rejoint ce qu'on disait à propos des crèches. C'est, il y a dans les clichés de départ, le courage qui est héroïque, qui va permettre une reconnaissance sociale, de l'armée, du social. Et là, elle est comme une sorte d'aiguillon, parce que je sais que ça va être l'objet d'une gratification narcissique ou autre. Alors que j'insiste sur ce courage au quotidien, qui est celui, évidemment, de la tâche à accomplir en mettant du sens. Je me souviens dans un groupe de parents, une maman qui disait, quand j'étends le linge, je pense à chaque chaussette que je pose comme ça c'est pour tel enfant, ça c'est... Voilà. Et ça la remettait en contact avec, bien sûr, pas seulement la machine à laver, mais avec l'amour et l'accompagnement de ses enfants. Donc c'est ce courage au quotidien qui doit être animé par quelque chose de notre part, la relation justement, la mission peut-être, l'amour qu'on peut porter aux personnes avec lesquelles on travaille au quotidien. Alors là, je passais à la famille, mais on pense à l'EHPAD, on pense à la crèche, on pense aux écoles, et c'est aussi tout le courage des professeurs des écoles, et des professeurs tout court, et aussi, qui n'est pas tellement gratifié par le social, parce qu'un garagiste est quand même beaucoup mieux payé qu'un professeur des écoles, mais qui peut avoir du sens et qui nourrit à ce moment-là quelque chose de notre façon d'être au monde. Tu parles aussi du courage politique. Oui. Et j'avais noté une phrase qui m'avait posé question. Le courage politique va devoir contrer l'opinion publique. Oui. Et je me posais la question, est-ce qu'en ce moment il n'y a pas plutôt un mouvement qui ferait dire que le courage politique c'est de suivre l'opinion publique? Ça c'est pas ce que j'appelle le courage, là. Suivre ou... Alors pas suivre, alors ok, c'est pas ça. Faire entendre l'opinion publique. Ça demande du courage par rapport à... Ah oui, tu vois, ce que voilà. je veux dire, Quand je parlais voilà, oui, j'aurais pas pu parler de cette approbation plutôt. Ok. Opinion, voilà. Oui, d'accord. Oui. Oui. Là, je vois bien une histoire de Tu veux pas terminologie. dire, Voilà. c'était pas un procès dans le sens du poil, mais C'est c'est ça. Faire entendre. Oui. Voilà, c'est toute la question bien sûr, de la démocratie. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Et là, ça demande du courage. Oui. Mais de s'opposer, plutôt. On va s'opposer à ceux qui seraient plus du côté de l'ordre. Et de la dictature ou des oui, choses... ou même simplement du conformisme. Oui. Du pratique, de quelque chose qui va dans le sens de l'ordre, surtout. Oui. De l'ordre, sans être forcément, comme tu disais pour les enfants tout à l'heure, sans être forcément dans le respect. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est tout ce qui se passe au moment où on remet en question les lois. Oui. Et même, à ce moment-là, ça remet sur le métier ce qui a à voir avec pratique, légale, morale, éthique. Toujours cette action. Et notamment, chaque fois qu'il est question du domaine médical, ça remet en question tout ça. Oui. Qu'en est-il de cet équilibre à trouver, et quelquefois avec des tiraillements, et des accords et des conflits d'intérêt, ou des conflits aussi qui renvoient du moral, éthique. Et tout ça, oui, mais tu as raison de dire le mot intérêt aussi. Oui. Parce que là, je vois par exemple, je passais ce matin, je sais plus, j'ai entendu. Mais sur l'homéopathie, là, j'entends oui. L'homéopathie. À les boules. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu l'homéopathie, PA, TIT. Ah oui. Et donc, voilà. Et là, ce qui tient à l'esprit, quand tu vois ce genre de débat, de conflit, etc., c'est quoi? Oui. C'est un manque de centrage sur...
un manque de centrage sur l'essentiel. Enfin, je sais pas, ça me paraît incohérent. C'est-à-dire, ça me paraît pas cohérent. C'est-à-dire, il y a une concentration sur, je pense, conflit d'intérêts, conflit de choses comme ça, plutôt que de se centrer sur la santé des personnes. Oui. Et voilà, et donc le respect et... Je sais pas. Hein. Quand tu dis ça, ça me fait vraiment penser à la richesse des concepts de parents normatifs ou parents nourriciers. Et là, qui ne sont pas à leur place. Oui. Avec ces conflits d'intérêts, on est plutôt dans l'état du moi enfant aussi, hein, qui tente d'obtenir, malgré le cadre posé, malgré la priorité de la santé. Et oui, le conflit d'intérêts, c'est ça. C'est d'accord. C'est quand... Moi, je voyais du pervers plutôt. Oui, c'est ça. Ah oui, ok. C'est utiliser une autorité légitime pour tirer la couverture à soi et obtenir quelque chose qu'on n'obtiendrait pas autrement. Oui. Mais j'aime bien ton exemple-là, et surtout que tu rappelles quelque chose qui a à voir avec l'intérêt, qui ne serait pas suffisamment dénoncé et remis donc en question. Ouais. Je pense à certains procès en ce moment aussi. Et je pensais, et je pensais aussi à tout ce qui se passe aux États-Unis à propos de, bon, bien sûr Monsanto, il y avait plusieurs émissions cette nuit aussi, et ce qui se passe à propos de tous ces morts aux États-Unis avec cette substance, avec de l'opioïde. Oui. En fait, c'est un médicament à base d'opium. L'opium, et qui a plus de morts que sur les routes, etc. C'est l'horreur. 200 morts par jour. Ça touche toutes les personnes, de tous les âges, toutes les catégories. Enfin, c'est juste aberrant. Incroyable. Et là, c'est avec le prétexte de les soigner, de leur apporter. Mais comme beaucoup de. Voilà. Jusqu'à sans avoir mesuré, effectivement, les effets. 100 comprimés par jour. Les gens, ils prenaient tellement ils étaient accros. Oh là là. 100 comprimés par jour, j'ai calculé, ça fait 4 par heure, en comptant la nuit, donc sur 24 heures, quoi. Donc bon, si tu dors, tu te réveilles toutes les heures pour prendre ton cachet. Enfin, tes cachets. C'est un scandale. Et là, conflit d'intérêts. Ils le disent bien d'ailleurs. Donc on est, oui, mais on est bien dans les deux. Mais non, parce qu'on est aussi dans quelque chose que je vois du côté de la propreté, au sens de qu'en est-il du désordre, de la pathologie, de la maladie. Et du sens à donner. Voilà. Oui. Et la propreté. Et l'accompagnement aussi de ne pas se mettre des produits toxiques dans le corps d'ailleurs qui amplifient les dégâts. Quoi. Très représentatif du jardin, parce qu'on veut toujours enlever les mauvaises herbes. Oui, c'est vrai. Ah ben, un des chocs que j'ai eu l'année dernière, c'était d'aller retrouver au jardin du Luxembourg le potager. C'est horrible. Ah oui? C'est-à-dire tous les arbres sont contraints de pousser comme ci ou comme ça. Ah oui, coupés, oui. Non, mais ça va jusque là. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, fais un tour là-bas et tu verras effectivement combien le contrôle touche tous ces végétaux. Et moi, je me réjouis de voir à Spagne, de voir des herbes autour des arbres. Ces terrains tout terreux. Depuis mon enfance, je vois ces terrains terreux, c'est les endroits autour des arbres. Là. Et là, il y a alors, quelques petites touffes d'herbes qui poussent autour de quasiment tous les arbres. Il y en a 2 ou 3 qui ont été bien nourris il y a quelques temps, à l'époque où la ville de Paris avait lancé la première vague de jardiner, voilà. Et il y a des endroits où tu as vraiment un massif presque aussi haut que moi, de plantes diverses et variées. Mais quand tu parles d'air, de terre, etc., ça me fait aussi penser à quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est à voir avec la propreté aussi par rapport à tout ce qui est inhumation, tout ce qui est les cimetières. Oui. Et donc la menace aussi, quelquefois, de déplacer certains cimetières. Ah oui. On est aussi on touche quelque chose de sacré, là aussi. Oui. Ça voudrait dire propreté dans le sens où on écarte. Où l'urbanisme serait prioritaire sur quelque chose qui a à voir avec ce lieu-là, qui pour moi reste inviolable. Oui. Ouais. Je n'ai pas pensé à ça. Je pense à ces villes, enfin je ne sais plus quel auteur j'ai lu l'autre jour, ces villes qui ont perdu leur cimetière
parce qu'il y avait des travaux, parce qu'il y avait un barrage, parce qu'il y avait quelque chose comme ça. Oui. Oui. Et avec l'eau en plus. Okay. Au lieu d'être un élément de purification, devient le contraire. Un élément qui va... l'élimination. L'élimination. Il y a quelque chose qui n'a pas à voir avec de la saleté. Oui, non, non. Qui a à voir avec tout à fait un autre domaine, du symbolique. Et aussi du matériel. Je suis en train de penser à propreté et à parfois la violence que j'ai pu ressentir d'être dans un territoire. Donc, moi j'étais invitée sur le même jour. En fait, c'était propre, mais trop propre pour moi. Oui. Aseptisé. Aseptisé. Avec les livres rangés par ordre. Avec l'évier tellement propre qu'il me semblait neuf et que j'avais du mal à ouvrir le robinet. Et je trouve que, alors certainement, alors moi du coup je fais attention puisque c'est à moi de respecter le lieu dans lequel je suis. Mais du coup, enfin c'est ce matin en fait que j'ai pris conscience que c'était violent du coup. Enfin pour moi du coup d'être dans ce cadre-là. C'est pour moi c'est le contraire de la vie. Ça fait penser à la mort. Oui. C'est ce que ça m'a envoyé. Ça m'a envoyé un effet d'hôpital. Et je me souviens donc avec... ou de musée. Exactement, c'est le mot que j'ai employé. C'est-à-dire qu'il y avait donc cette amie chez qui j'étais. Quand on faisait le lit ensemble, mais il fallait que ce soit tout tiré. J'ai dit, mais c'est un lit, c'est pas un musée. Mais je t'invite à t'interroger, Léna, quand tu es attentive à ce lieu, est-ce que tu es attentive, est-ce que tu respectes le lieu, ou est-ce que tu voudrais te conformer à une attente de la part des propriétaires? Est-ce que c'est la même chose quand tu es avec un objet chez toi, à l'hôtel, chez des amis? C'est pas la même chose, parce que qu'est-ce que j'ai à respecter? Moi, justement, ce qui me touche dans ces cas-là, c'est la personne. Oui. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est, entre guillemets, ce qui se cache derrière ça. Cet ordre trop ordonné. Oui, alors moi je prenais dans l'autre sens, ce que nous pouvons trouver désagréable, et même je pourrais être choquée, par la façon dont certaines personnes qui passent dans un hôtel laissent l'état passer. C'est juste pour illustrer dans l'autre sens. Comme si là il y avait une méconnaissance des personnes qui vont venir ensuite. Exactement. Sous prétexte que c'est un hôtel. Exactement, ah oui. Donc c'est pour ça que je t'invitais à voir, est-ce que je respecte le lieu ou avec le respect aussi du fonctionnement des appareils, tout ça, est-ce que je respecte les personnes qui en ont la charge, la responsabilité? C'est pas la même chose. Selon le caractère des personnes, selon les personnes chez lesquelles je suis, selon que c'est un hôtel, selon que c'est un gîte en montagne, là aussi. On sait bien combien ça peut être choquant de savoir que les gens qui vont marcher comme ça, randonner, peuvent laisser le lieu soit impeccable, on voit ça sur les chemins de Saint-Jacques aussi, ou au contraire laisser des détritus, des déchets qui étaient le mot important aussi. C'est un peu comme quand tu prêtes un objet. Oui. Il y a des objets, quand la façon dont on te le rend, il est dans l'état que tu l'avais prêté, ou est-ce qu'il est vraiment dans un état où tu sens qu'il a énormément vécu en si peu de temps Oui, mais alors, ça me rappelle quand je prête un livre et qu'on me le rend un peu froissé, etc. Là, ça ne me dérange pas parce que c'est un livre qui a vécu. Oui, mais il y a... Du neuf au froissé, peut-être. Il y a une limite. Oui, il y a une limite, c'est ça. Mais chacun sa limite. Merci pour cette piste, oui. Je pense par exemple à un objet où par exemple tu prêtes je pense à une chose bien particulière, une lampe, que tu prêtes une lampe et qu'on te la rend sans pile, elle fonctionne plus alors que tu l'as prêtée avec, elle fonctionnait. Toi c'est subtil mais enfin... Oui, mais la question que tu abordes, c'est celle du vandalisme par exemple. Qui serait effectivement une autre démarche. Parce que je vois bien que le livre effectivement... Il est, je trouve que le livre est particulier parce qu'effectivement il y a... Tu veux dire que mon exemple ne marche pas? Si, mais ça c'est... Je trouve que le livre, il est... Mais non, c'est vrai. Moi je vois que le livre, j'ai reçu un livre, c'est précieux, il faut surtout pas l'abîmer. Mais ça m'est déjà arrivé d'abîmer des livres. Et là, je vois qu'à la fois je me dis, bah oui, mais en même temps, le livre, il vit autant que moi. Et en même temps, je dis, bah oui, mais c'est un livre. Alors, il y a cette confrontation en fonction de la représentation de chacun. Et en même temps, il y a des objets, alors je sais pas, par exemple une valise, par exemple un sac à dos,
un sac de randonnée, j'aimerais pas qu'on me le rende sale, alors pourtant c'est fait pour ça. Et pourtant je vois combien, je préférais... Bah, je me dis, bon, un livre c'est moins, ça peut se racheter. D'accord, donc c'est vraiment très personnel. C'est très personnel. Juste, je reviens à mon mot vandalisme, c'est comme si c'était à l'opposé de ce que je disais, l'exploit pour l'exploit. Et le vandalisme, c'est la destruction pour la destruction. C'est juste quelque chose de, qui se répond comme ça. Une sorte de jouissance, une jouissance mais qui nous sort effectivement de cette réalité en commun. Une sorte de performance. Il y avait en face de moi une personne dans le RER qui avait mangé quelque chose et qui avait mis ses papiers dans les petites rainures. Là. Oh là là, ça. Mais voilà. Et j'étais là et j'ai mis du temps à me dire comment je dis. Oui. Alors parfois, j'aime bien l'ironie, enfin, un peu d'humour. Vous avez fait tomber quelque chose. Mais c'est une bonne option. Oui, mais c'est vrai que parfois ça me... je me dis, parce qu'il faut que je lutte intérieurement pendant un moment contre la colère, de me dire... Et que tu la transformes en puissance dans la relation. Voilà, et donc à un moment donné, j'ai et de dénoncer. Voilà, ça me dérange. Et là, mais ouais, c'est dur. Enfin, et moi, j'ai plus de mal quand il s'agit du bruit, de la nuisance sonore. Ah oui. Pour réagir. Je vois bien, dans le train surtout, ou Ah, ailleurs. ça me fait rire. Ça me fait rire parce que... Tant mieux, parce que moi, pas du tout. Non, mais c'est parce qu'un jour, il y avait dans un train longue distance, quelqu'un qui écoutait sa tablette, je sais pas quoi, Sans casque. Voilà, ça, comme ça. Ah oui. Et puis bien sûr, ça indisposait beaucoup de monde, on se tourne, on essaye de faire des messages genre... à faire. Et à un moment, il y a un jeune homme qui s'est levé, il lui a posé un casque, je pense pas qu'il parlait français en plus, il lui a posé un casque, et il a fait... Et il a mis le casque. Bon, merci, monsieur, merci beaucoup. Enfin, il fallait avoir un casque et lui donner. Mais là, ça renvoie à témoin de violence, parce qu'il y a de la violence. Mais moi, je vois que grâce à ton exemple aussi, ça permet de voir cette propreté auditive. Oui. On pense bien sûr à d'abord la propreté qui a à voir avec une tâche, etc. Mais là aussi, et que pour moi, elle est encore plus sournoise. Oui. Bon. Et je pense aussi dans une cour qui fait caisse de résonance, aussi c'est une histoire de propreté. Bizarre un peu comme Et encore une encore plus subtile, oui, dans les trains. Dans les trains, une encore plus subtile que j'en entends parler, puis aussi, là je suis un peu sensible, c'est celle des téléphones portables, des ondes. On se rend pas compte. Là c'est encore plus invisible. Merci, mais quand tu vois tout le monde avec son téléphone qui dit on sait qu'on se mange, c'est pas que le téléphone, c'est les grosses antennes. Non mais oui, mais quand tu es dans le train, tu as tous les téléphones de tout le monde qui sont allumés, et avec les caches de farce, on a tout. Cette pollution, effectivement, qui n'est pas visible à l'œil nu, et donc nous savons bien que nous en sommes victimes. Parce qu'on peut pas la... C'est quoi ça? On peut pas Ça la... me fait mal, moi. Ah oui? Je réagis. Quand tu es au téléphone comme ça? Quand j'ai des Quelqu'un à côté? téléphones Ah oui. trop présents, moi je ressens des trucs, alors ça commence à devenir... On est vraiment dans une illustration de ce dont nous parlons. Oui, c'est ça. Ouais. Alors c'est vrai que parfois si je peux me déplacer, je me déplace parce que j'ai l'impression que parfois c'est l'orientation du téléphone où je ressens quelque chose et et donc tu vois bien que là ça permet de faire une autre passerelle entre propreté et courage, parce que quel courage as-tu faire preuve pour protéger ton intégrité et ta santé. Alors, un truc que j'ai pensé un jour, mais j'ai encore pas fait, mais je me dis peut-être un jour je vais le faire. Il y a un appareil pour mesurer les ondes. Ces ondes-là. Oui. Je me disais, j'achète cet appareil et je vais dans le métro avec. Ou dans le RER avec. Ça va faire un bruit d'enfer. Et si on veut, et je leur dirais, si vous voulez que ça s'arrête, il faut que tout le monde éteigne ses téléphones. Je dis, tiens, c'est un truc à faire ça. Pour que les gens se rendent compte. C'est ça, à chaque fois, c'est vraiment, j'ai l'impression, prendre conscience de cette violence, de cette... invisible. Voilà, de cette saleté invisible. Après, on peut faire quelque chose. De cette pollution. Moi, ce qui me trouble un peu, c'est que on a eu une époque où quand on a eu des scandales comme l'amiante, etc., c'était nouveau. C'était nouveau que l'environnement avait un impact sur la santé, etc. Maintenant, le téléphone portable, on en est tous conscients. Eh bien, je suis toujours étonnée de la capacité de résister de certains. D'accord. Quand j'en parle aux hommes qui ont leur
leur téléphone portable près des organes de reproduction, et bien j'en vois encore qui sont dans le déni. Non, parce que ça voudrait dire, à ce moment-là, de trouver une option. Mais il semble qu'il y ait des petites pastilles parfois qui... Eh bien, ça marche, ça marche pas. Non, j'aime bien ton... Aliette, tu fais ta référence. Oui, le fait de mettre le téléphone dans la chaussette. Bon, encore faut-il avoir des chaussettes. Et puis que ça soit faisable en toute saison, mais... Faut mettre... Ouais, c'est vrai. Moi, je dis aux jeunes, maintenant que je rencontre, que je crois, ils mettent leur téléphone dans leur poche. Voilà, je leur explique. Et puis... Donc, nous avons commencé ce débat à propos évidemment de notre belle énergie pour nous protéger, et nous terminons avec un constat plutôt pessimiste. Donc, il y a des saletés dont nous allons avoir du mal à nous protéger, surtout parce qu'elles ne sont pas encore identifiées comme telles. Oui. Je voudrais rajouter aussi deux phrases que tu as mises côte à côte hier. Attends, je vais redire exactement. Oui, cite-moi. Tu disais, oui, qu'est-ce que je peux encore nettoyer Tu avais dit ma cuisine, d'accord, mon bébé, non. Oui. Et le fait que tu utilises les deux côte à côte, je vois bien quelqu'un qui récure sa cuisine, et je vois bien qu'à une époque, de mon enfance peut-être, on récurait les bébés. Oui, c'est bien sûr. Je me dis, waouh, le fait d'imaginer, quand tu as dit mon bébé, non, je me dis, ça protège ces êtres humains, ces bébés, et leur peau et tout ça, de ce récurage intensif. Oui. Ça m'a vraiment fait prendre conscience de la violence. Oui, c'est-à-dire, est-ce que lorsque je prends soin de mon bébé, est-ce que c'est vraiment pour lui, voilà, ou est-ce que je suis en train, moi, de satisfaire quelque chose d'une compulsion de propreté, pas de taches, pas d'odeur, en oubliant la personne sous l'éponge, sous le grattoir. Et surtout, pour moi, ça serait un peu encouragé avec les Pampers. Alors que c'est tellement facile aussi de croire à cette histoire de pureté, pas de tâches, pas de ça. Alors que lorsque, je ne sais pas si loin pour moi, il fallait aller laver les couches en coton à la rivière, en plein hiver, c'était quand même dissuasif. C'est qu'on était dans une forme d'économie de tout ça. Alors aujourd'hui, on jette. Et donc on pollue la planète. Certains reviennent à des couches lavables. Oui, et je peux te dire, c'est que j'ai vu certaines jeunes mamans partir comme ça avec beaucoup de courage et qu'aller au bout d'un moment, d'autant plus qu'elles s'apercevaient qu'il y avait une consommation d'eau et d'électricité. Bon, voilà, tout ça est bien sûr à débattre, mais au moins la question se pose et la réflexion nous réveille sur justement le prix à payer pour chacune des options. Moi, ce qui me choque beaucoup par rapport à tout ce qui est consommation quotidien, ce sont, c'est parfois un point de détail, ce sont les machines à laver qui continuent à proposer des températures élevées, des temps, je veux dire que la plupart de notre linge, enfin de nos linges, de nos vêtements, n'ont pas besoin que ça tourne 1h30 et à 40 ou à 50 degrés. Le linge peut aussi être traité de façon plus économique pour la planète. Et donc j'aime bien maintenant les machines où on propose des programmes à 15 minutes, des programmes à 50 minutes, et des choses bien plus économiques. Je renouvelle. Oui, tu as une autre question? Oui. Je trouvais que parfois la notion de courage, on a parlé de courage et de dépression. Oui. Et ce matin, enfin, j'étais sur courage et sauveur, enfin. Il y avait quelque chose qui retouchait à ça. On en avait parlé aussi pour l'ambition. Et pour la suradaptation. Voilà. Et quand on a, enfin, je sais pas, c'est encore flou, mais quand on a envie de mobiliser quelqu'un, avoir du courage pour l'autre quelque part. C'est-à-dire que la dépression, c'est quand même quelque chose de très difficile à vivre. Pas pour soi, mais enfin, pour soi, voilà. Pour soi, pardon. Pour soi, oui, tout à fait, pour soi, mais aussi de la vivre dans son environnement, je veux dire. Que ce soit soi ou quelqu'un. En fait, c'est touché par tout le monde. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ta question. Et donc, voilà, hier on parlait de faire malgré, dans la dépression. Sortir par ces petites touches Et est-ce que y a du courage ou est-ce que c'est intrusif de vouloir mobiliser quelqu'un? Parce que du coup, dans la dépression, on a l'impression que l'autre ne veut plus faire ou ne peut plus faire. Alors, le courage, il est double. Il y a d'abord, mais il ne se prépare. Moi, je ne vais pas, effectivement, abandonner la personne qui se laisse couler, qui se noie. Et donc, c'est déjà quelque chose qui dit altérité, qui dit soin de l'autre. Et il y a aussi prendre soin de moi, parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un
de dépressifs dans un groupe, il y a comme une hémorragie d'énergie, il y a comme un trou noir. Voilà. Et ça veut dire aussi, pour moi, que ta question illustre notre devoir de solidarité. Et que si un jour tu étais au fond du puits, eh bien vraiment je sentirais que ma façon de remercier toutes les personnes qui ont pris soin de moi quand je l'étais, c'est de venir te tendre une corde et te dire il n'est pas question que tu restes là et quel que soit ton discours dissuasif, laissez-moi mourir, etc. Donc pour moi ça a à voir avec justement cette collectivité, c'est vivre ensemble, où un jour ça va pas et chacun peut avoir un œil attentif attentif, oui. Et aussi exigeant pour l'autre. Mais je trouve que là, ce que vous dites toutes les deux, c'est hyper fort parce que à un moment, quelle est la frontière entre se passer dans le mode je sauve et en même temps tendre la main à l'autre et en même temps quelqu'un qui est dans la dépression, il te prend une énergie parce que mais si je laisse, ouais. Si moi je réagis, j'empêche effectivement cet échange entre colère et énergie. C'est à moi, effectivement, de ne pas rentrer dans ce deal, bien sûr inconscient et secret. C'est à moi de réagir pour éviter que tu me pompes, si c'est toi en dépression, que tu me pompes mon énergie et que tu me refiles la colère. C'est moi qui peux exprimer ma colère pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc c'est toujours, qu'en est-il de ma liberté? Merci de votre attention et au mois prochain. Oui, merci. On a dépassé.